sous des applaudissements chaleureux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Madame pour cet accueil chaleureux. Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, je suis particulièrement honoré d'ouvrir cette séance au nom de notre administrateur provisoire, le professeur Jacques Comby, qui avait fait de même le 26 mai dernier pour le retour d'expérience sur Belle-Halle. Et je saisis cette occasion pour remercier également l'ensemble de nos services ici présents qui ont encadré et permis cette réunion du jour dans ce bel amphithéâtre bioclimatique dont vous pouvez constater l'efficacité puisqu'il fait très chaud dehors, il n'y a pas de climatisation et pourtant il fait bon dedans. Alors je vais être extrêmement bref car comme ça a été dit à l'instant, la journée est chargée. Juste vous dire que notre établissement, l'Université de La Réunion, est depuis plus de 30 ans, s'est intéressé de très près à la physique de l'atmosphère. Des ballons-sondes partaient de Gillot il y a déjà une trentaine d'années. Et puis, au fil des années, des décennies, les recherches se sont précisées avec l'apport indispensable du CNRS, de Météo France ici présent, bien sûr, qui participe à une unité mixte de recherche qui s'appelle le LACI, le Laboratoire d'analyse des cyclones. Et donc, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre établissement que d'étudier de plus en plus finement le changement climatique en cours. Et évidemment, vous savez tous l'importance pour ces recherches de la station d'observation du Maïdo avec ses puissants lidars qui nous permettent de suivre en temps réel ce qui se passe. Il y a encore quelques années, 20 ans de cela, des intellectuels se questionnaient encore sur l'origine anthropique du changement climatique. Je crois qu'ils ont disparu et que les événements que nous vivons au quotidien quasiment dans le monde prouvent bien sûr que ce changement climatique à l'œuvre, il s'agit désormais de s'y adapter et des conséquences ô combien catastrophiques qu'il entraîne. Vous l'avez dit, je ne vais pas être très long. Le premier événement est apparu pas loin de Rodrigue. Il pourrait nous concerner dans quelques temps. C'est donc le moment opportun pour, comme vous l'avez précisé, se préparer à ces événements qui peuvent être cataclysmiques. Si l'œil de Belle-Halle avait traversé l'île, je crois que nous aurions connu des vents que cette île n'a encore jamais connus dans son histoire. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce matin, présence nombreuse et qui traduit bien l'intérêt que vous portez à Cyclonex. Merci de votre attention et bonne journée à vous. Merci Monsieur Lajoie. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Effectivement, vous êtes extrêmement nombreux d'année en année, donc ça prouve votre intérêt. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir avec des applaudissements, comme vous savez bien le faire, Madame Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet, pour nous parler du contexte, du rétexte et du déroulé de cette journée. Merci beaucoup Madame Castelnau, vous nous accompagnez effectivement depuis 2 ans. C'est vraiment très agréable, vous me permettez de faire en sorte que cette journée se déroule bien, timée, et vraiment merci beaucoup. Merci à Monsieur Gilles Lajoie et plus globalement à l'université de nous accueillir effectivement pour la 4e fois. Et puis sur d'autres événements, nous avons fait un Conseil national de la refondation sur la prévention de la délinquance aussi en mai. Et vos portes sont toujours ouvertes à la préfecture pour organiser des événements. Donc merci beaucoup. Vous êtes président du Conseil académique de l'université et vous représentez effectivement l'administrateur provisoire, Monsieur Comby. Merci vraiment à l'université et ses équipes pour cet accueil toujours chaleureux et dans de très bonnes conditions aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi d'ouvrir ce 3e Cyclonex, donc qui vraiment inaugure et lance la saison cyclonique. En réalité, effectivement, on a fait un Cyclonex mi-parcours au mois de mai qui permettait vraiment de faire un rétexte du cyclone Belle-Halle. Donc on est sur le 4e événement de ce type et qui effectivement, au regard du nombre de personnes, nous sommes plus de 360 personnes aujourd'hui. Donc on a augmenté de plus de 60% par rapport aux éditions précédentes. Donc c'est énorme. Donc je salue vraiment. Du coup, je vais pas citer toutes les entités qui sont présentes ce matin. Sinon, il est sûr que je vais en oublier. Mais vraiment, merci à toutes les personnes qui sont présentes ce matin. J'ai aussi une petite pensée pour les personnes qui, alors, soit nous regardent en visio, mais surtout vont nous regarder en replay depuis les Antilles, Mayotte et Paris. Donc vraiment aussi, merci pour leur mobilisation.
Je voudrais vraiment qu'on applaudisse l'état-major de zone au sein du cabinet, notamment l'inspecteur général Éric Faure et ses équipes, notamment Thomas Pinault, Pierre Rougeau. Vraiment, parce que c'est des heures et des heures et des dizaines d'heures de travail pour préparer ce Cyclonex, monter le programme, tous les aspects logistiques, le fond aussi, les échanges préparatoires avec quasiment chacun d'entre vous pour vraiment faire en sorte que ce Cyclonex, et je vais y revenir, remplisse ses objectifs. Donc vraiment merci Eric et vos équipes, parce que je sais que c'est un très très lourd travail jusqu'à tard hier soir encore. Donc merci beaucoup. Cette journée, effectivement, Cyclonex poursuit 3 objectifs. Numéro 1, développer une communauté de travail résiliente face au cyclone. Numéro 2, innover en capitalisant sur les expériences passées. Et numéro 3, acculturer les nouveaux arrivants sur l'île et sur de nouvelles fonctions à la gestion de crises cycloniques. Donc je vais détailler un tout petit peu pour vous présenter le déroulé de la journée. Sur la communauté de travail, je pense que voilà, votre présence aujourd'hui montre vraiment l'intérêt et la volonté des acteurs locaux à La Réunion de se préparer et de s'améliorer dans la gestion de la crise cyclonique. Bon, les chiffres sont pas forcément, il faut, voilà, ça dépend des périmètres que l'on prend, mais sur la gestion de crise cyclonique, on est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, en fonction du périmètre que l'on choisit, pour vraiment travailler sur la gestion de crise, la préparation, l'anticipation de la crise et la résilience, le post-crise après. Donc 360 finalement aujourd'hui c'est beaucoup, mais finalement c'est peu, puisqu'on est vraiment, il y a beaucoup d'acteurs, vous représentez un certain nombre d'acteurs, vos entités, et donc l'intérêt aussi c'est que vous puissiez, à l'issue de cette journée, retransmettre les éléments que vous aurez pu entendre, comprendre aujourd'hui pour vraiment préparer vos équipes, ou vos collaborateurs ou toute autre personne à la prévention et à la gestion de la crise cyclonique. Votre présence aussi ce matin montre notre volonté au niveau de la préfecture d'élargir notre communauté de travail. Cette année, nous avons les chambres consulaires, les réseaux de distribution, un certain nombre d'acteurs privés de la santé, mais aussi d'entreprises. Parmi eux, je salue aussi la présence des rédactions des différents organes de presse, écrites, radio, télé, internet. Parce que vous êtes essentiels, chers médias, au relais des messages de prévention de l'État, des messages aussi en période cyclonique pour vraiment annoncer les différentes étapes de préalerte, d'alerte orange, d'alerte rouge, voire d'alerte violette, on y reviendra, et de passage en phase de sauvegarde. Donc vous êtes vraiment essentiels pour aussi faire comprendre ces messages, pour vulgariser aussi nos messages. Donc merci pour votre présence aujourd'hui. Sur le deuxième objectif de la journée, innover en capitalisant sur les expériences passées, bien sûr, on va revenir sur le Retex Belal. On va pas refaire une journée du 23 mai bis, mais l'idée, c'est de vous montrer le travail qui a été réalisé cette année par un certain nombre de services. Alors, je tiens à préciser qu'on ne pourra jamais être exhaustif aujourd'hui. On ne pourra pas tout aborder. Et d'ailleurs, les temps de questions-réponses sont vraiment l'occasion pour vous d'aborder des points sur lesquels on ne serait pas forcément revenu et de creuser un certain nombre de sujets. Donc la journée sera vraiment consacrée à ce retour d'expérience. Et donc, sur certains aspects, je vais y revenir à vous montrer le travail qui a été mené cette année en retour d'expérience de Belal. Sur le retour d'expérience, l'objectif était aussi de créer des outils nouveaux dans un monde de plus en plus connecté. C'est l'objectif du hackathon Innov for Safe qu'on a organisé à la préfecture les 24 et 25 octobre. Et donc, en fin de journée, on vous présentera avec l'ASGAR, Nathalie Infante, je ne l'ai pas encore vue, mais je pense qu'elle sera présente aujourd'hui, on vous présentera les résultats du hackathon. Et donc, l'entreprise qui a été sélectionnée pour travailler avec la préfecture sur une application, un outil innovant pour mieux associer la population à la gestion du risque cyclonique. Sur ce retour d'expérience Belal que l'on va aborder, j'en parle tout de suite parce que Météo France va en parler juste après, c'est notamment la suppression de la couleur jaune en préalerte cyclonique.
Donc, on va pas supprimer la préalerte. Au contraire, elle est très importante. 72 heures, 3 jours avant un cyclone, pour se préparer son habitation, préparer ses ressources, ses denrées, ses réserves. Mais la couleur jaune, c'est-à-dire le fait d'afficher du jaune, était assez confondant, en fait, avec la couleur jaune de Météo France lors d'épisodes météorologiques, en fait, par exemple, de fortes pluies, de vent, et donc portait à confusion, puisqu'on peut être en préalerte préalerte cyclonique, et pour autant avoir aucune condition météorologique dégradée. Donc pour éviter ces confusions, bien sûr, on garde la préalerte, mais on supprime la couleur jaune lors de cette préalerte. Il y a des départements comme à Mayotte qui n'ont pas effectivement cette couleur jaune, donc on clarifie. On va clarifier, Météo France va y revenir. Le troisième objectif, je l'ai mentionné, c'est acculturer les nouveaux arrivants, effectivement, au sein des différents services de l'État notamment, mais de toutes les autres entités. Il y a des mutations, des mobilités très fréquentes, et donc il est nécessaire régulièrement, et c'est ce qu'on fait tous les ans, et c'est ce qu'on va faire par un petit exercice ludique tout à l'heure, de présenter aussi les grandes lignes de notre dispositif Orsec et de sensibiliser, de vous sensibiliser toutes les nouvelles personnes à la gestion de crise cyclonique. Donc, après avoir développé ces 3 objectifs, je vais revenir sur les temps forts de la journée en vous laissant quelques petites surprises. Mais comme je l'ai dit, nous allons débuter forcément, et je remercie la directrice de Météo France d'être présente ce matin, sur le retour de la saison cyclonique 2023 à 2024 et la présentation, mais effectivement, il y a déjà eu, on a déjà communiqué dans la presse, de la saison cyclonique à venir 2024-2025. Comme je l'ai dit ensuite, au cours de la matinée, on va vous présenter les principales actions, on ne pourra pas tout présenter, entamées suite au retour d'expérience de Belal. Notamment, nous aurons une intervention du service communication de la préfecture sur l'amélioration de nos messages de prévention. Tout le travail de prévention, de sensibilisation de la population, c'est essentiel. Le retour d'expérience de Belal nous a montré qu'on avait encore des marges de progression. Et donc, Gaël Pia, je le remercie, le chef du service communication interministériel, vous présentera ça, nos axes de travail tout à l'heure. Je tiens, en parlant de prévention, à souligner le 13 octobre, nous avons eu la journée de la résilience, et donc qui a particulièrement bien fonctionné à La Réunion. Nous avons eu encore plus de projets cette année, et donc cette journée, cette dynamique prend, et je suis sûre que dans les années à venir, on aura vraiment des mois, des journées de la résilience très dynamiques sur la question de la prévention et de la sensibilisation de la population. Dans la matinée, nous aurons aussi une intervention de l'Agence régionale de santé sur la question de la prise en charge des personnes fragiles ou vulnérables. On l'a vu lors du cyclone Belal, c'était véritablement un enjeu, les personnes sans domicile ou les personnes ayant des problématiques de santé. Et donc, c'est vraiment un point sur lequel on a travaillé cette année. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les réseaux électrique, distribution d'eau. Nous aurons des interventions de EDF et de l'ARS sur ces sujets, puisqu'ils sont vraiment au cœur des enjeux de rétablissement et de résilience une fois le cyclone passé. Nous aborderons largement également le risque inondation. Nous sommes en train de travailler à un plan spécifique en matière d'inondation avec la DEAL, et je remercie le directeur adjoint pour sa présence aujourd'hui. Et donc nous avons travaillé à la demande du préfet Filippini sur ce plan, puisqu'en fait le risque inondation s'ajoute en fait en cas de cyclone, et il est très important d'y travailler. Nous aurons une pause déjeuner, bien sûr. Vous pourrez vous restaurer et échanger avec les uns et les autres. Et cet après-midi, nous allons approfondir un sujet important vraiment pour nous, c'est se préparer au pire. Parce qu'effectivement, Monsieur Lajoie l'a dit, Belal n'était pas le pire. Nous pourrions avoir pire. Et donc l'idée, c'est vraiment de se préparer. On va pas pouvoir être exhaustif, mais on va aborder un certain nombre de sujets, notamment sur les établissements de santé, en matière de télécommunication également, la question du maintien des approvisionnements de l'île en cas de cyclone majeur, au cours desquels le port et l'aéroport, nos points névralgiques, pourraient être fortement impactés, et la question du maintien de l'efficacité de nos centres de gestion de crise.
Nous aurons aussi, dans l'optique de la préparation de l'impact direct d'un cyclone tropical très intense, 2 interventions. D'une part, sur la création de la réserve communale de sécurité civile par la commune de Saint-Paul. Effectivement, c'est une initiative encouragée et la commune de Saint-Paul est la première à lancer cette initiative. Et le bénévolat l'entraide sera très importante en cas d'impact direct d'un cyclone majeur à La Réunion. Nous aurons aussi une intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique. Je remercie le médecin responsable de la CUMP, puisque en cas d'impact majeur et éventuellement de blessés, voire de décès, l'impact psychologique est très important pour la population. Et donc, il nous a semblé intéressant de vous sensibiliser à cela. En fin de journée, on vous présentera les principales évolutions du plan Orsec cyclone, mais qui finalement sont, voilà, on a fait le point avec Eric hier, sont pas si importantes que cela, mais on vous en fera quand même la présentation un petit peu en récapitulatif de la journée. Et comme je l'ai dit, en fin de journée, on vous présentera avec Madame Infant donc les résultats, l'entreprise lauréate du hackathon Innov for Safe. Enfin, un message à vous, vraiment, profitez de cette journée pour échanger, pour poser des questions. On a prévu des temps d'échange et de questions. L'objectif, c'est que ce ne soit pas que descendant, que ce soit vraiment interactif. Si vos questions sont trop précises ou techniques, bien entendu, les équipes du cabinet de l'état-major de zone vous recontacteront après. Mais profitez vraiment de cette belle journée. Et puis, on aura l'occasion d'échanger pendant les pauses et pendant la pause déjeuner. Merci beaucoup. Merci, Henri Lacombe. Voilà, vous l'avez compris, c'est un travail collectif, ce sont des connaissances transversales que nous allons partager aujourd'hui et que tout le monde est important. Vous faites tous partie d'un maillon et l'idée, c'est vraiment de se préparer au mieux à une future catastrophe naturelle. Un homme averti en vaut 2. On va faire tout de suite un bilan de la saison cyclonique 2023-2024 et les perspectives pour 2024-2025 avec Céline Geoffrey, donc, qui est directrice de Météo France. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour ce séminaire Cyclonex. Bon, pour débuter, je tenais à remercier les équipes de la préfecture et donc de l'université qui ont œuvré pour la préparation de ce séminaire qui réunit toujours un nombre plus important de personnes. Séminaire particulièrement important en ce début de saison cyclonique pour refaire passer tous les messages de prévention et se préparer donc à cette nouvelle saison. Cette année, on a décidé de raccourcir un petit peu le format de notre intervention et de le centrer vraiment sur le bilan de la saison cyclonique et délivrer les tendances de la saison à venir. Donc on va débuter sur cette présentation qu'on a travaillée avec Sébastien Langlade, que vous connaissez également, de la direction interrégionale Océan Indien de Météo France. Alors, je pointe là-haut, ou pas. Elle est où la borne ? Elle est où la borne ? Je laisse faire parce que j'ai... Voilà, ce sont tout à fait des choses qui arrivent. Oui. Heureusement, Aliénor vient en renfort. Voilà, parfait. Je pense qu'elle va décompter tout de suite la situation. Bon, très bien. Je vais débuter le temps qu'on résolve les questions un petit peu techniques pour vous reparler donc de cette saison 2023-2024 qui, comme on l'avait un petit peu annoncé l'année dernière, a vu un début plutôt tardif puisque le premier système actif a été observé tout fin décembre, mais également une fin tardive puisqu'on a observé en fin de saison 2 systèmes particulièrement nord et particulièrement tardifs. Le dernier étant le 22 mai, sur le nord du bassin. Donc au total, là on parle bien sur l'ensemble du bassin sud-ouest océan Indien, on a eu une dizaine de tempêtes, 10 tempêtes tropicales formées, dont 7 d'entre elles sont devenues des cyclones et 2 d'entre eux des cyclones intenses.
Conformément à ce qu'on avait un petit peu anticipé, on le voit sur la carte de trajectoire, on a eu des trajectoires majoritairement orientées vers le sud et le sud-est et des systèmes qui se sont formés plutôt sur le centre du bassin. Donc ça a eu un impact sur les terres habitées un peu plus fréquent que d'habitude, puisque 7 systèmes sur 10 ont eu des impacts sur les terres habitées. Donc on se souvient notamment des Mascareignes pour Belal, Candice, mais également Madagascar, le Mozambique et de manière plus tardive et inhabituelle, la Tanzanie. Alors, je tente un changement de diapo. Voilà, donc une saison, climatologiquement, 10 systèmes, c'est vraiment tout à fait dans les normales. Est-ce que cette saison est pour autant normale? C'est un petit peu des questions qu'on se pose habituellement. Donc, en termes d'activité, oui, elle est normale, mais on a constaté, encore une fois, cette saison, plusieurs singularités. C'est ce qu'on note ici sur la diapo. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des 2 systèmes particulièrement tardifs, en mai, sur l'extrême nord du bassin. Et on a également constaté sur cette saison des systèmes qui ont vu leur maximum d'intensité un peu plus sud qu'usuellement. Sur le graphique, vous voyez le rectangle noir, c'est la zone où on s'attend à ce que les systèmes aient un maximum d'intensité. Sur cette saison, on a eu des systèmes qui ont atteint leur maximum un peu plus au sud. Alors c'est les trajectoires méridiennes, donc plutôt orientées vers le sud, poussent à ça, mais cette saison a été singulière sur cet aspect. On surveille ça de manière pluriannuelle, de manière attentive côté Météo France pour voir s'il se dégage une tendance sur le décalage vers le sud de ce maximum d'intensité, chose qu'on surveille de manière approfondie. Donc à l'échelle de la Réunion, vous vous en souvenez, la saison précédente a été marquée évidemment par Belal, on va brièvement y revenir, mais également par Candice, 10 jours après, puis Eleanor qui n'a pas eu d'impact majeur sur la Réunion et qui a eu la délicatesse de contourner de manière avec une trajectoire assez inhabituelle, les Mascareignes. Donc si on revient sur janvier 2024, qui a été vraiment le mois sur lequel se sont condensés la majorité des événements, évidemment, on pense à Belal. Belal, premier cyclone depuis plus de 30 ans, a frappé directement la Réunion, au sens où on voit sur les petites images radar, l'œil a circulé sur le nord de l'île. Belal également le cyclone le plus marquant depuis une vingtaine d'années, juste derrière Dina en termes de dégâts, sous l'action conjuguée du vent, de la houle et des précipitations, qui sont vraiment les 3 paramètres qu'on associe et qui sont particulièrement violents au passage d'un système. Donc pour revenir sur Belal, vous vous en souvenez, je pense tous, c'est un système qui s'est formé relativement proche des terres habitées, au nord des Mascareignes. On n'aime pas trop quand il se forme proche des terres habitées parce qu'on a moins de recul et on travaille un peu plus en aveugle. Donc ce système qui se forme au nord des terres habitées, avec un passage en préalerte le 12 janvier, alors même que le système est à peine formé et qui va ensuite adopter une trajectoire un petit peu inhabituelle pour aborder la Réunion par le nord-est le 15 janvier. Donc ça a occasionné le premier passage en alerte violette lorsque le cyclone était en approche de la Réunion. On parlait alors de cyclone tropical, PAD. C'était pas l'énorme bête Irma, c'était donc un cyclone tropical qui était en approche de la Réunion et qui a circulé sur le nord de l'île avec des rafales de l'ordre qui ont atteint jusqu'à 217 km/h au Maïdo, plutôt de l'ordre de 170-180 km/h sur le littoral nord. On pense que dans les Hauts, on a atteint ponctuellement les 200 km/h sans avoir vraiment de moyens de le montrer puisqu'on n'a pas de station de mesure. Et ce qui est aussi significatif, c'est qu'on a atteint le seuil de vent cyclonique, donc 150 km/h, sur une très grande majorité de l'île. Donc un système particulièrement impactant en termes de vent, mais je vais y arriver, également en termes de précipitations. Et c'est finalement ce qui va marquer ce mois de janvier 2024, cette succession d'épisodes pluvieux. Donc le passage de cyclone Belal du 13 au 16 janvier, qui va amener en moyenne sur l'île plus de 500 mm, voire ponctuellement plus de 1300 dans les Hauts, donc des valeurs très significatives.
auquel va succéder 10 jours après la tempête Candice, qui va elle circuler plutôt sur Maurice, mais dont la Réunion va subir l'influence périphérique et très significative sous la forme de fortes pluies sur la moitié sud de l'île. Et à la suite de ces deux systèmes, on va passer dans une configuration non liée à des systèmes cycloniques, mais d'orages stationnaires, qui vont fortement impacter le sud de l'île, en particulier la nuit du 28 au 29. Et donc c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'au-delà des phénomènes cycloniques, on a aussi des phénomènes de fortes précipitations liés à des orages qui sont nettement moins prévisibles et sur lesquels il faut aussi réagir très rapidement. Voilà pour le bilan de cette saison passée. J'enchaîne directement avec... Avec les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a un certain nombre... Donc on a déjà commencé à communiquer sur les premières tendances attendues pour la saison 2024-2025. C'est un exercice qu'on mène généralement fin octobre. On va réunir les experts prévisionnistes de Météo France, les scientifiques également du LACI, et donc regarder toutes les informations à notre disposition pour essayer d'établir les grandes lignes de la saison cyclonique à venir. Donc, si on détaille un petit peu le résultat de ces études approfondies, en termes d'activité cyclonique, on s'attend à une saison normale, voire légèrement supérieure, au sens où le nombre de tempêtes attendues est compris entre 9 et 13, dont 4 à 7 devraient devenir des cyclones. Donc ça, c'est vraiment des tendances à l'échelle de l'ensemble du bassin sud-ouest océan Indien. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on attend ce nombre de systèmes sur la Réunion. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les caractéristiques de cette activité cyclonique. Contrairement à l'année dernière, où on s'attendait, et c'est ce qui a été observé, à des formations plutôt sur le centre du bassin, donc la zone ici en orange avec des trajectoires vers le sud, cette année, on retrouve une configuration qu'on a connue en 2020-2021 notamment, avec des systèmes dont la formation devrait se situer plutôt sur l'est du bassin. Donc c'est la zone en rouge où on s'attend donc à l'est du 70e est à avoir un risque de formation de systèmes supérieur à la normale. Et ces systèmes devraient adopter une trajectoire vers l'ouest et vers le sud-ouest qui vont du coup le rapprocher des terres habitées. Voilà, le deuxième signal qu'on pressentait fin octobre et qui se confirme, c'est un début de saison précoce. Contrairement aux 3 dernières années où on a eu un début d'activité plutôt fin décembre, la configuration de l'atmosphère et de l'océan actuel indique un début de saison dès la mi-novembre qui se confirme puisque le CMRS cyclone de la Réunion suit son deuxième système actuellement très à l'est du bassin et qui va probablement être nommé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Donc ça sera le système Becky, c'est le deuxième système de la saison déjà, le premier ayant circulé très au large des terres habitées début octobre. Voilà, donc saison cyclonique qui commence très tôt, dont l'activité est à suivre, en particulier dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc si on résume les messages clés, on s'attend pour cette saison cyclonique à une activité proche de la normale, voire légèrement supérieure à l'échelle du bassin, des formations de phénomènes plutôt favorisées sur l'est du bassin, avec moins de formations à proximité des terres qu'on a pu observer la saison précédente, mais des trajectoires qui vont ramener ces systèmes se formant très à l'est vers les terres habitées, avec des trajectoires vers l'ouest ou le sud-ouest. Le message le plus important, c'est finalement un début précoce de cette saison, avec des impacts qui pourraient commencer, qui sont déjà observés, avant la fin de l'année 2024. Ce n'était pas le cas pour les 3 dernières saisons précédentes. Et donc le message principal, c'est préparons-nous dès maintenant à ce début de saison qui s'annonce un peu plus actif. Voilà. J'avais juste une petite question. Est-ce qu'on peut prévoir l'intensité? Est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que Bellal, quand même, c'était déjà un phénomène, vous l'avez dit, ça faisait 20 ans ou 30 ans qu'on n'avait pas eu ce genre de phénomène. Est-ce qu'on peut se dire que peut-être il y aura des formations avortées,
mais en termes d'intensité, c'est supérieur à la moyenne. Alors en termes d'intensité, c'est difficile de se prononcer. On est encore très en amont de la saison. On a une configuration de l'atmosphère qui est plutôt propice à avoir des systèmes matures qui abordent les terres habitées, contrairement à l'année dernière où ils ont eu du mal à se former. Bon, au-delà de ce signal, je peux pas. Enfin, on n'est pas en mesure de dire si un cyclone très intense atterrira sur les terres habitées à ce stade. On est vraiment très en amont. Et donc, il faut mieux plutôt rappeler les messages de prévention, rappeler également les lieux où vous pouvez trouver l'information. Je pense notamment au site de Météo France, où vous trouverez les prévisions, les estimations à 5 jours du risque de cyclogénèse, et notamment pour le système en cours et ceux qui vont suivre, toutes les informations sur les trajectoires. Voilà, j'avais fini de mon côté. Merci beaucoup, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de Météo France, Céline Geoffrey. Et téléchargez l'application Météo France, comme ça vous pouvez suivre... Oui, exactement. Sur le site internet, en fait, on a toutes les informations, rubrique épisode cyclonique en cours. Vous trouverez un maximum d'informations. En tout cas, on se tient informé, bien évidemment, puisque vous l'avez dit, le message à retenir, c'est que la saison, elle est précoce, avec déjà 2 systèmes, un en octobre et un tout récemment. Justement, on va tester vos connaissances. Si vous voulez bien, on va faire un petit quiz. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je décide. Donc l'idée, tout simplement, c'est qu'on va vous projeter un QR code que vous allez devoir scanner. Ce quiz portera sur le dispositif Orsec Cyclone. Il va falloir être très efficace, puisque vous avez à peu près 3 minutes pour pouvoir scanner l'application. Ensuite, je vous poserai une question. Vous aurez 4 possibilités de réponse. Très bien. Voilà, je vois tous les téléphones vers l'écran. Ça, c'est top. Et vous aurez 20 secondes pour répondre à chaque question. C'est une façon ludique de se rappeler les informations et de voir où vous en êtes dans votre connaissance sur les risques cycloniques. Levez la main ceux qui n'ont pas scanné, ça va être plus simple pour moi. Vous êtes OK ? Est-ce que je peux démarrer ? Faites-moi juste un petit oui de la tête, ça ira. Non, OK. On attend un petit... On fait une petite pause. Je vous apporterai évidemment des informations sur les réponses. Je vous demande de vous concentrer. Et on va juste réviser les connaissances communes et apprendre davantage sur le cyclone et les risques cycloniques. J'attends juste le go pour pouvoir démarrer le quiz. Et avant cela, bien sûr, il faut s'assurer que tout le monde ait l'application pour pouvoir répondre. C'est OK. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention, c'est parti. Première question. Quelle est la période cyclonique théorique dans le sud-ouest de l'océan Indien ? Est-ce que c'est de juin à novembre, janvier à juin, avril à novembre ou novembre à avril ? Vous avez 20 secondes pour répondre. Et on ne triche pas, on ne donne pas à son camarade d'à côté. Hein. Vous êtes actuellement 246 à répondre, 251. « 260.
Et effectivement, la bonne réponse est de novembre à avril. Une personne a répondu de juin à novembre, 5 d'avril à novembre, 12 de janvier à juin. Et la majorité, 243 personnes, de novembre à avril. Effectivement, officiellement, l'ouverture de la saison cyclonique se fait en général le 15 novembre avec une clôture qui reste incertaine. Et à l'île de la Réunion, la menace cyclonique s'étend de novembre à avril avec un maximum de risque sur les 2 mois d'été austral. Deuxième question. Qu'est-ce que la cyclogénèse? Est-ce que c'est le processus de formation d'une tempête tropicale? Est-ce que c'est la technique qui permet de déterminer l'intensité d'un cyclone? Est-ce que c'est le stade maximal dans l'échelle d'intensité d'un cyclone? Ou est-ce que c'est encore une idée de l'inspecteur général Éric Faure pour organiser un nouveau séminaire? « 223 personnes ont répondu le processus de formation d'une tempête tropicale et c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est le développement ou l'intensification d'une circulation cyclonique dans l'atmosphère qui mène à la formation d'une dépression. Et je rappelle que le stade maximal de l'échelle d'intensité d'un cyclone, c'est un cyclone tropical très intense, dont on ne veut pas du tout, évidemment. Troisième question, on parle de vent cyclonique lorsque les rafales maximales dépassent les 120 km/h, 150 km/h, 180 km/h ou 200 km/h. Il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, ça y est, c'est terminé. Eh oui, il s'agit, la bonne réponse est 150 km/h. 149 bonnes réponses. Les décisions de changement de niveau d'alerte cyclonique sont basées sur la prise en compte des facteurs vent et pluie. Donc 150 km/h, on parle de vent fort pour des vents dont les rafales maximales sont comprises entre 100 et 150 km/h et de vent cyclonique lorsque ça dépasse les 150 km/h. Quatrième question. Quelle consigne est donnée à la population lors d'une préalerte cyclonique? Je me dépêche d'aller faire une randonnée avant l'arrivée du cyclone parce que je suis quelqu'un de responsable et d'averti. Je vais récupérer mes enfants à l'école. J'organise une sortie en mer parce que des creux à 12 mètres, c'est pas mal. Ou je m'informe, j'anticipe. Elle est cadeau, celle-ci. Hein. Ah, il y en a quand même qui ont répondu. Je vais récupérer mes enfants à l'école. 254 bonnes réponses. Effectivement, il faut rester vigilant, se tenir informé, composer si on en a besoin le 15, le 18, le 17. Surtout rester à l'écoute des bulletins de Météo France, des communiqués de la préfecture et des médias. Et certainement pas prendre des risques. 5e question. Quel est l'un des éléments essentiels d'un kit d'urgence? Des plats surgelés, une dodo, une radio, une télévision. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se détendre là, sur cette question. Allez, il vous reste 1 seconde. 251 bonnes réponses. Il y en a quand même qui ont voté pour la dodo. Hein, ça fait partie de votre kit d'urgence. Non. Effectivement, il faut s'assurer que vous ayez de l'eau, des piles, un transistor, que vous ayez de la nourriture en réserve, que vous ayez également une lampe de poche, des batteries et une trousse médicale au cas où. En tout cas, vous pouvez retrouver tout le kit d'urgence sur sur le site de la préfecture. 6e question. Quel est le préavis minimum des alertes rouges et violettes cycloniques? Est-ce que c'est 3 heures, 6 heures, 12 heures ou 24 heures?
Il vous reste 10 secondes pour répondre. Et on a 147 bonnes réponses. C'est 3 heures. 3 heures, c'est le délai minimum pour que vous puissiez prendre toutes les précautions possibles pour vous mettre à l'abri, tout simplement. Rentrez chez vous, sain et sauf, avant de vous préparer à l'impact cyclonique. 7e question. À partir de quel niveau d'alerte dans la cellule d'information du public, est-elle activée? Est-ce que c'est en préalerte? Est-ce que c'est en alerte orange, en alerte rouge ou en phase de sauvegarde? La cellule d'information du public est activée sur décision de l'autorité préfectorale en fonction de l'importance des événements à traiter. Et c'est vraiment l'outil de la préfecture en matière de réponse d'appel téléphonique de la population. Mais elle est activée, effectivement, uniquement lors du passage en alerte rouge. Donc, c'était la 3e réponse. C'est bien ce quiz, ça vous permet de réviser. 8e question. Comment s'appelle le dispositif d'alerte aux populations à la disposition du préfet? Est-ce que c'est Alerte Préfecture, France Alerte, FR Alerte ou Alerte Cyclone? Sachant que c'est un système d'alerte qui est fait aux populations nationales par téléphone, par diffusion cellulaire, et que c'est pratiqué par les autorités françaises. Il vous reste 4 secondes pour répondre. L'idée, c'est d'informer rapidement la population, et c'est FR Alerte, avec 134 bonnes réponses. C'est impossible que vous l'ayez raté, puisque c'est une sonnerie quand même un peu stridente, et ça nous permet justement d'être, c'est très efficace en tout cas, d'être alertés. 9e question. Après le passage du cyclone, à partir de quand la population est-elle autorisée à sortir du confinement? Est-ce que c'est dès qu'il n'y a plus de pluie et de vent, quand les employeurs demandent de revenir sur le lieu de travail, après la levée de l'alerte rouge cyclonique ou après la levée de la phase de sauvegarde? Il vous reste 9 secondes. Et c'est après la levée de l'alerte rouge cyclonique. Et ça n'a pas battu les records, puisque 134 mauvaises réponses. Ça nécessite que je vous fasse un petit rappel. Écoutez bien, durant l'alerte rouge cyclonique, toute circulation est formellement interdite et cela, quelle que soit la cause, jusqu'à nouvel ordre. La population se met à l'abri et chacun prend toutes les mesures propres à assurer sa sécurité et celle de ses proches selon les consignes données. À la levée de l'alerte rouge cyclonique, on passe en phase de sauvegarde. L'interdiction totale ou partielle de circuler en véhicule n'a pas un caractère systématique et cette mesure exceptionnelle supplémentaire ne sera décidée que par le préfet en fonction de l'impraticabilité des routes, de la nécessité de libérer les itinéraires pour distribuer les secours. Les modalités de circulation pourraient être différentes suivant les zones de l'île et les réalités des conditions météorologiques enregistrées. Ça vous aura permis de réviser et d'intégrer l'information, que vous partagerez évidemment. 10e question, les centres d'hébergement sont organisés sous la responsabilité de qui? La responsabilité du maire, des pompiers, de l'ARS ou de l'État? Sachant que ces centres d'hébergement sont ouverts dès l'annonce de l'alerte rouge cyclonique et qu'il faut qu'ils soient prêts à fonctionner pour permettre d'abriter la population dont l'habitat n'est pas sécurisant ou risque de subir de forts dégâts. Il vous reste très peu de temps, ça y est. Alors, 234 bonnes réponses.
Effectivement, les centres d'hébergement sont organisés sous la responsabilité du maire. 11e question. Combien y a-t-il de centres d'hébergement répertoriés à La Réunion? Elle est difficile cette question. 75, 150, 300 ou 400? Pour les personnes qui se trouvent dans une situation précaire, une situation d'insécurité, renseignez-vous sur les centres d'hébergement les plus proches de vos domiciles. « 400 », ce n'est pas la bonne réponse. Il y a eu un petit bug. Il s'agit de 150 centres d'hébergement. Ah, il y en a un, il a levé le poing. Bravo monsieur, on l'applaudit. Bravo monsieur. Il était très content d'avoir la bonne réponse. Alors 150 centres d'hébergement, ça représente quoi? Ça représente une capacité d'accueil de 6350 places. 12e question. Qui est susceptible d'aller dans un centre de vie? Une personne blessée qui nécessite des soins, une personne autonome qui nécessite une continuité énergétique pour ses soins, une personne dépendante de soins infirmiers ou une personne dialysée. J'avoue, elle est un peu compliquée celle-ci. Juste gardez en tête que les centres de vie ne sont pas des postes médicaux. Ça peut vous donner un indice sur la bonne réponse. Et il s'agit d'une personne autonome qui nécessite une continuité énergétique. Effectivement, je vous le disais, ce sont des domiciles de substitution où est assurée l'autonomie électrique pour les personnes autonomes qui en ont besoin pour faire fonctionner les appareils médicaux. Les objectifs principaux sont la protection des personnes autonomes qui dépendent d'appareils médicaux et la protection de la disponibilité en lit des hôpitaux qui ont besoin de consacrer ces places aux soins des malades et au traitement des urgences. 13e question. Combien y a-t-il de centres de vie opérationnels durant l'alerte cyclonique? 2, 4, 6 ou 8? On vous l'a dit, les centres de vie sont systématiquement activés par la commune dès l'alerte orange cyclonique pour accueillir pendant le préavis de l'alerte rouge les personnes qui y sont acheminées. 10 secondes pour répondre. Et la bonne réponse est 6. Vous êtes minoritaire par rapport aux mauvaises réponses, puisque 82 personnes ont vu juste, effectivement, 10 places à Saint-Denis, à Saint-Paul, à Saint-Benoît, à Sillaos, à Saint-Pierre et 11 places à Salazie. 14e question. Les centres de vie s'arrêtent de fonctionner à quel moment? À la fin de l'alerte rouge cyclonique, à la fin de la phase de sauvegarde, sur décision du préfet ou sur décision du directeur de l'ARS. Qui a autorité sur l'ouverture et la fermeture des centres de vie? Sachant qu'ils sont équipés en début d'alerte orange cyclonique et qui peuvent recevoir les personnes dès l'annonce de l'alerte orange. Et la bonne réponse est sur décision du préfet. C'est lui qui a autorité sur l'ouverture et la fermeture des centres de vie. 15e question. Quelles sont les conditions de circulation pendant l'alerte rouge cyclonique? Normalement, c'est un sans faute. Il est formellement interdit de circuler pendant l'alerte rouge en disposant d'un laissez-passer du préfet. Si les conditions météorologiques le permettent, avec l'accord de mon employeur qui m'autorise à réaliser une mission qui concourt à la gestion de crise, tout le monde peut circuler en alerte rouge parce que c'est la fête.
est la bonne réponse et si la météo est favorable et avec l'autorisation de l'autorité compétente. Effectivement, comme par exemple des journalistes qui ont des cartes de presse qui peuvent circuler. Et oui, il faut avoir une autorisation au préalable, effectivement. Il faut vous déplacer. Il n'y a pas de micro mobile. Non, juste, je me permets, clairement pour l'ensemble de la population, on ne peut pas se déplacer. Effectivement, pour les services qui sont en gestion de crise, c'est prévu dans le plan sec en fonction des conditions météorologiques, des missions qui sont demandées, de l'autorisation de l'autorité hiérarchique. Il est possible de se déplacer. Il n'y a pas du tout de laisser-passer nécessaire. Et pour les médias. Alors, il n'y a pas de laisser-passer, ça dépend vraiment de l'autorité hiérarchique et ça dépend des conditions météorologiques si elles sont favorables et c'est surtout pour ceux qui travaillent sur ce dispositif. Les modalités d'intervention des services qui participent à la gestion de crise pendant l'alerte rouge cyclonique. Je me permets juste, parce que effectivement, donc bien sûr la population, elle ne peut pas sortir. Sur les services qui participent à la gestion de crise, bien entendu, les services de secours, donc ils ont une activité restreinte, mais ils sortent encore pour des opérations d'urgence. Pour les opérateurs, par exemple, sur les gestionnaires de voirie, c'est seulement effectivement s'il y a une nécessité importante en matière de gestion de crise. Mais le principe, c'est que personne ne sort. On a certains services qui sortent dans des conditions limitées et restreintes, si vraiment c'est nécessaire. Et avec deux conditions, que les conditions météorologiques, on va dire, le permettent à peu près, et sur accord de l'autorité hiérarchique. Il n'y a pas de laisser-passer du préfet. Ces dispositions sont écrites dans le plan Orsec, mais il n'y a pas de laisser-passer un document signé du préfet. Et pour les médias, la sortie se fait seulement accompagnée par les forces de secours. D'accord, la carte de presse ne suffit pas. Je sais qu'il y a une demande des médias de pouvoir sortir en période d'alerte rouge. Pour l'instant, nous, on n'a pas nécessairement répondu encore sur cette demande. J'en ai parlé au préfet Latron, qui a bien pris la demande et on va en rediscuter avec lui. Pour nous, il s'agit d'un arbitrage important. Mais à ce stade, pour les médias, la carte de presse ne suffit pas. C'est simplement une sortie avec les services de secours organisés par le service de communication de la préfecture. Voilà, comme ça au moins c'est très clair. Et les missions d'urgence de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du SDIS ou du SAMU, effectivement, peuvent justifier de la circulation. Les missions destinées au profit du réseau routier, les missions destinées à prévenir un risque grave pour les biens de la population et les missions effectuées sur réquisition. 16e question. Qui est autorité à sortir en alerte violette cyclonique? Ça a été une première expérience sur Belle-Île, du 24 au 26 janvier dernier. Les forces de l'ordre, les pompiers, le SAMU ou personne? Sachant que l'alerte violette a été déclenchée pour la première fois en début d'année. Personne. Effectivement, personne ne se déplace. C'est formellement interdit de se déplacer en alerte violette. Toute la population reste confinée, même les médecins, les personnels de santé. Personne n'a le droit de se déplacer. La population reste à l'abri et essaye de prendre toutes les mesures pour rester en sécurité. Camille, est-ce qu'on peut identifier Camille avec 15 bonnes réponses sur 16? Est-ce que Camille... On lève la main. Bravo pour Camille. Sur le podium, on a également Axou avec 14 bonnes réponses sur 16. Qui est Axou? Et enfin, Gaël en 3e position sur ce podium avec 13 bonnes réponses sur 16. Qui est Gaël?
Bravo, vous faites partie de quel secteur? Vous faites partie de quel secteur? De l'ARS. Et vous, Maxou? Il est où, Maxou? Mairie de Saint-Pierre? Et Axel? Pardon, Gaël? Du cabinet. Oh, ça va. Vous êtes sur le podium.